Bienvenue pour cette nouvelle exploration des sources. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une période vraiment déterminante du conflit israélo-palestinien, les années 1947 à 1988. On s'appuie pour ça sur la deuxième partie d'une analyse historique assez fouillée, qui couvre le conflit sur plus d'un siècle, de 1896 à 2025. Oui, et cette tranche chronologique, 47-88, c'est vraiment là où beaucoup de choses se nouent, se cristallisent. C'est ça, c'est le cœur du réacteur, on pourrait dire. C'est là qu'on voit la naissance de l'État d'Israël, des guerres qui redessinent complètement la région, l'émergence d'acteurs palestiniens majeurs comme l'OLP, et puis plus tard le Hamas. Des événements fondateurs dont on ressent les effets encore très directement aujourd'hui, bien sûr. Alors, la grosse question, c'est comment on est passé d'un plan de partage de l'ONU en 1947, qui semblait, une tentative de solution, à une guerre immédiate, un exode massif, une occupation militaire. C'est ce qu'on va essayer de démêler en commençant justement par ce plan de 47. Donc, 1947, les Nations Unies, toutes neuves, adoptent la résolution 181. L'idée, c'est de sortir du mandat britannique en divisant la Palestine. 2 États. Un État juif, sur 55-56% du territoire, un État arabe sur 43-45%, et Jérusalem, un statut spécial, international. Sur le papier. Sur le papier, oui. Mais ce plan, il est immédiatement accepté par l'agence juive, mais il est catégoriquement rejeté par les leaders arabes palestiniens et aussi par les États arabes voisins. Donc, en pratique, il ne sera jamais appliqué tel quel. Et la situation s'envenime très vite, j'imagine. Très très vite, la tension est à son comble, et le 14 mai 1948, pile au moment où le mandat britannique se termine, David Ben Gurion proclame la création de l'État d'Israël. Et là, c'est l'explosion. Immédiate. Exactement. Le lendemain, les armées de 5 pays arabes, Égypte, Transjordanie, Syrie, Liban, Irak, entrent en Palestine. C'est le début de ce qu'on appelle la première guerre israélo-arabe. Mais pour les Palestiniens, cet événement et tout ce qui s'ensuit, ça porte un nom beaucoup plus lourd, beaucoup plus tragique. La Nakba. La catastrophe. La Nakba. Ce terme dit tout du traumatisme, j'imagine. Absolument. Il traduit vraiment cette idée de dépossession, de perte de la terre, de l'exode forcé d'une très grande partie de la population arabe palestinienne. C'est un traumatisme fondateur. Et les chiffres, ils sont terribles. L'analyse qu'on utilise le rappelle bien. À la fin de la guerre, en 1949, Israël ne contrôle plus 56%, mais quasiment 78% de l'ancienne Palestine. Et l'aspect humain. 750 000 Palestiniens réfugiés. C'est colossal. C'est énorme. Et c'est un drame qui va structurer toute la suite. Face à ça, l'ONU réagit en décembre 1948 avec la résolution 194. Elle est clé parce qu'elle établit le principe du droit au retour pour ces réfugiés qui désirent rentrer dans leur foyer et vivre en paix avec leurs voisins. Un droit au retour qui ne sera jamais appliqué, en fait. En pratique, Israël va refuser ce retour massif pour des raisons de sécurité et aussi des raisons démographiques. Et ce droit au retour non appliqué, ça devient immédiatement une revendication centrale, vitale pour les Palestiniens en exil et dans les territoires. C'est vraiment une blessure ouverte dès 1948, un point de friction majeur qui pèse encore aujourd'hui sur toutes les négociations. Donc, dès le départ, on a un État qui naît dans la guerre et une population en exil qui réclame un retour impossible. Forcément, la suite, ça ne peut être que tendu. Et effectivement, la suite logique, malheureusement, c'est encore des guerres. Oui, la période suivante est marquée par d'autres conflits majeurs. Il y a d'abord la crise de Suez en 1956. Israël, avec la France et le Royaume-Uni, attaque l'Égypte de Nasser. Israël occupe brièvement Gaza et le Sinaï. Mais doit se retirer assez vite sous la pression internationale, notamment américaine et soviétique. Ça montre déjà une instabilité forte. Mais le vrai tournant, le tremblement de terre géopolitique qui change tout sur le terrain, c'est la guerre des 6 jours, en juin 1967. C'est fou, en 6 jours à peine, Israël remporte une victoire écrasante contre l'Égypte, la Jordanie, la Syrie. Une victoire militaire fulgurante, oui. Et les conséquences territoriales sont énormes. Israël prend la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, la bande de Gaza, le Golan syrien et tout le Sinaï égyptien. Le territoire sous contrôle israélien est quasiment quadruplé. Qu'est-ce qui fait de 67 un point de bascule si fondamental, au-delà des cartes ?
C'est le tournant après 1948, clairement. Au-delà de l'humiliation militaire terrible pour les pays arabes, 1967 marque surtout le début de l'occupation militaire par Israël de territoires très peuplés de Palestiniens, la Cisjordanie, la bande de Gaza. Jérusalem-Est est même annexée unilatéralement par Israël peu de temps après. Une annexion non reconnue par la communauté internationale. Exactement. Et cette occupation, qui dure encore aujourd'hui pour la Cisjordanie, devient le nouveau cœur du conflit. La question n'est plus seulement celle des réfugiés de 48, mais aussi celle du statut de ces territoires occupés et du sort du million de Palestiniens qui vivent là désormais sous administration militaire israélienne. C'est une nouvelle réalité très dure. Et là encore, l'ONU réagit. C'est là qu'arrive la fameuse résolution 242. Tout à fait, en novembre 1967. La résolution 242 du Conseil de sécurité, c'est probablement la résolution la plus importante, la plus citée sur ce conflit. Elle pose 2 principes clés, souvent résumés par la formule « la terre contre la paix ». La terre contre la paix, oui. D'une part, elle souligne l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la guerre. C'est fort. Et elle demande le retrait des forces armées israéliennes de territoires occupés lors du récent conflit. Alors attention à cette formulation. Ah oui, le fameux « de » ou « des » territoires. Exactement. La version anglaise dit « from territories occupied » sans l'article défini « the ». Du coup, pendant des décennies, on va débattre, est-ce que ça veut dire retrait de tous les territoires ou seulement de certains territoires? C'est une ambiguïté qui aura des conséquences énormes. Et l'autre principe? L'autre principe, c'est l'appel au respect et à la reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque État de la région, et leur droit de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues. En gros, reconnaissance et sécurité pour tous, y compris Israël, en échange du retrait. Une résolution absolument fondamentale donc, mais dont l'ambiguïté va tout compliquer. Et la paix, elle n'arrive pas. Pas du tout. La tension reste extrême, il y a une guerre d'usure assez longue entre Israël et l'Égypte le long du canal de Suez, et puis en octobre 1973 éclate la guerre du Kippour ou guerre d'octobre. L'Égypte et la Syrie lancent une attaque surprise pour récupérer les territoires perdus en 67. Et cette fois, Israël est surpris. Oui, au début, Israël est vraiment mis en difficulté. C'est un choc psychologique important. Mais l'armée israélienne réussit finalement à repousser l'offensive et même à contre-attaquer. Et l'ONU, encore une fois, une résolution. Oui, la résolution 338, adoptée en plein conflit, elle appelle à un cessez-le-feu immédiat, mais surtout, elle réaffirme explicitement la validité de la résolution 242 dans toutes ses parties et demande que des négociations commencent tout de suite entre les parties pour instaurer une paix juste et durable. Ces 2 résolutions, 242 et 338, vont devenir la base, le cadre de référence quasi universel pour toutes les tentatives de règlement du conflit par la suite. D'accord. Mais on voit bien le décalage entre ces résolutions internationales et la situation sur le terrain. L'occupation, elle continue. Elle s'installe, oui. Et pendant que ces guerres et ces résolutions façonnent, disons, le cadre extérieur, il se passe aussi des choses absolument cruciales du côté palestinien. La résistance, la revendication politique, comment ça s'organise ? Oui, c'est l'autre dynamique essentielle de cette période. Tout à fait. On assiste à une affirmation très forte de la conscience nationale et de l'organisation politique palestinienne. L'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, est créée dès 1964, au départ un peu sous contrôle de la Ligue arabe. Ah, je pensais qu'elle était plus tardive. Non, 64. Mais elle prend vraiment son envol et son autonomie après la défaite arabe de 1967. Et en 1969, un personnage clé en prend la tête, Yasser Arafat, le chef du Fatah, qui est la principale composante de l'OLP. Et cette OLP, elle va réussir à s'imposer comme la voix des Palestiniens? Ça prend un peu de temps, mais oui. Le moment décisif, c'est le sommet de la Ligue arabe à Rabat, au Maroc, en 1974. Là, les chefs d'État arabes prennent une décision historique. Laquelle? Ils reconnaissent l'OLP comme l'unique représentant légitime du peuple palestinien. Ah oui, ça c'est énorme. Ça change tout sur la scène internationale, j'imagine? Énormément, oui. Ça donne à l'OLP une légitimité politique incroyable. La même année, Arafat est invité à parler à l'Assemblée générale de l'ONU. C'est le fameux discours où il dit tenir le rameau d'olivier et le fusil du combattant de la liberté. L'OLP devient vraiment l'incarnation de la cause palestinienne aux yeux du monde. Même si, à ce moment-là, elle n'a pas de territoire propre. Sa base principale est au Liban, après avoir été chassée de Jordanie lors des événements de Septembre Noir en 70-71. D'accord. Mais pendant ce temps, sur le front diplomatique entre États, il y a quand même une avancée spectaculaire, mais qui semble un peu court-circuiter l'OLP.
Les accords de Camp David. Oui, c'est ça. Entre 1978 et 1979, négociés sous l'impulsion du président américain Jimmy Carter, ils mènent à un traité de paix séparé entre l'Égypte d'Anwar el-Sadat et l'Israël de Menahem Begin. C'est historique, hein. Le plus grand pays arabe fait la paix avec Israël, le reconnaît officiellement. En échange, l'Égypte récupère le Sinaï. Mais paix séparée, ça veut dire que ça n'a pas plu à tout le monde. Ah non, pas du tout. C'est une victoire diplomatique majeure pour les États-Unis, pour Sadat et Begin, qui auront le Nobel de la paix, mais c'est extrêmement controversé dans le monde arabe et chez les Palestiniens. Pourquoi ? Juste pour récupérer son territoire. L'Égypte va d'ailleurs être mise au banc de la Ligue arabe pendant presque 10 ans. Et le volet palestinien de ces accords ? Il y avait bien un volet qui prévoyait une sorte d'autonomie pour les Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza, mais il restera lettre morte. Israël, sous Begin, continue même d'intensifier la colonisation dans ces territoires. Donc pour les Palestiniens, Camp David, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Donc les années 80 démarrent sur cette base encore très tendue. Et là, il y a l'invasion israélienne du Liban en 1982. Oui, encore une étape très violente. L'opération israélienne Paix en Galilée. Officiellement, c'est pour stopper les tirs de roquettes de l'OLP depuis le sud Liban sur Israël. Mais l'armée israélienne va beaucoup plus loin, jusqu'à Beyrouth. Elle assiège Beyrouth-Ouest où se trouve le QG de l'OLP. Une guerre très dure, marquée par les massacres de Sabra et Shatila. Oui, des massacres terribles dans les camps de réfugiés palestiniens perpétrés par des milices chrétiennes libanaises alliées d'Israël. Une commission d'enquête israélienne reconnaîtra d'ailleurs la responsabilité indirecte d'Israël. Au final, Arafat et les combattants de l'OLP sont forcés de quitter Beyrouth. Ils partent en exil à Tunis. C'est un coup très dur pour l'OLP, une tentative de la décapiter militairement. C'est faux. Une invasion brutale d'un côté, et la même année, 1982, il y a aussi le sommet arabe de Fès qui adopte un plan de paix. Comment expliquer ce paradoxe ? C'est toute la complexité et parfois l'ironie de l'histoire de cette région. Le plan de Fès est important parce que, pour la première fois, l'ensemble des pays arabes propose un plan qui implique une reconnaissance implicite d'Israël. Comment ? En affirmant le droit de tous les États de la région à vivre en paix. Ah, tous les États. Exactement. C'est une évolution sémantique majeure par rapport au rejet frontal des débuts. Peut-être que la défaite militaire de l'OLP au Liban, aussi terrible soit-elle, a paradoxalement poussé certains à réfléchir à une voie plus politique, plus diplomatique. Et cette voie politique, elle va finir par s'imposer. Mais avant ça, il y a un événement majeur qui vient directement du terrain, des territoires occupés. Oui, absolument. En décembre 1987, un incident à Gaza, un camion israélien qui percute toutes les voitures palestiniennes, faisant des morts, met le feu aux poudres. Ça déclenche une vague de protestations spontanées qui s'étend comme une traînée de poudre à toute la Cisjordanie et à Jérusalem-Est. C'est le début de la première intifada. L'intifada, la guerre des pierres. C'est ça, un soulèvement populaire vraiment venu d'en bas, mené par une nouvelle génération qui a grandi sous occupation. Au début, c'est beaucoup de jets de pierre contre l'armée, des grèves, des manifestations, de la désobéissance civile. C'est largement mon armée au départ, et ça surprend tout le monde par son ampleur, sa durée. Ça a un impact médiatique et politique énorme. Ça remet la question palestinienne au centre de l'actualité mondiale, mais sous un jour nouveau. Et c'est pile à ce moment-là, en 1987 aussi, qu'émerge un nouvel acteur sur la scène palestinienne. Exactement. C'est en 1987 qu'est publié le premier communiqué du mouvement de la résistance islamique, acronyme arabe, Hamas. Hamas. Issu de la mouvance des frères musulmans palestiniens, Hamas arrive avec une idéologie islamiste et une position beaucoup plus radicale au départ que l'OLP. Il rejette toute négociation avec Israël et appelle à la libération de toute la Palestine historique par la lutte armée, y compris le djihad. Donc l'arrivée de Hamas complexifie encore la donne. Ah oui, considérablement. Ça marque l'émergence d'une alternative politico-religieuse à l'OLP, qui est, elle, plus séculière, plus nationaliste. Ça annonce aussi des rivalités futures au sein même du mouvement palestinien. C'est un facteur majeur pour comprendre la suite. Et face à cette intifada qui met une pression énorme sur le terrain et à l'émergence de ce concurrent Hamas, comment réagit l'OLPA qui est toujours en exil à Tunis ? L'OLP est un peu prise de court par l'intifada, mais elle doit réagir, s'adapter. Et elle va le faire de manière spectaculaire en novembre 1988. Lors d'une réunion historique du Conseil national palestinien, le Parlement palestinien en exil à Alger, Yasser Arafat fait faire un virage stratégique majeur à son organisation. Lequel ?
Le CNP proclame symboliquement l'établissement de l'État de Palestine. Bon, c'est symbolique, mais c'est sur les territoires occupés en 1967, donc implicitement, ça veut dire à côté d'Israël. Mais surtout, le CNP accepte formellement les résolutions 242 et 338 de l'ONU comme base d'un règlement politique. Et pourquoi cette reconnaissance des résolutions 242 et 338 est si capitale? Parce qu'en acceptant ces résolutions, l'OLP accepte le principe clé qu'elles contiennent le droit de tous les États de la région, donc y compris Israël, à vivre en paix dans des frontières sûres et reconnues. C'est une reconnaissance de facto pour la première fois, de manière aussi officielle et explicite, du droit d'Israël à exister en sécurité. C'est un changement énorme par rapport à la charte initiale de l'OLP qui prenait la disparition d'Israël. Un tournant historique, oui. Cette décision d'Alger, elle ouvre la voie à un dialogue direct avec les États-Unis qui posait cette reconnaissance comme une condition préalable. Et potentiellement, ça ouvre aussi la porte à de futures négociations de paix directes avec Israël. C'est vraiment la fin d'une époque et peut-être le début d'une autre. Bon, si on essaie de résumer cette période 1947-1988, qui est d'une densité incroyable, qu'est-ce qu'on retient au final? C'est une période qui a vraiment forgé les fondamentaux du conflit tel qu'on le connaît encore largement. On part du plan de partage de l'ONU qui échoue et de la Nakba de 48 qui crée le drame des réfugiés palestiniens, une question jamais résolue. Ensuite, les guerres. Ensuite, les guerres, oui. Surtout celle de 1967, mais aussi 73, qui installe durablement l'occupation par Israël de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est. Ça devient le nouveau cœur géographique et politique du conflit. Et côté palestinien? Côté palestinien, on voit la structuration politique autour de l'OLP qui réussit à obtenir une reconnaissance internationale comme représentant légitime. Mais cette OLP est aussi défiée, d'abord par l'intifada qui vient de la base, puis par l'émergence de Hamas à la toute fin de la période. Et enfin, les bases d'une solution. Enfin, oui, on voit se dessiner, à travers les résolutions de l'ONU, 242, 338 et surtout le virage de l'OLP en 1988, les contours d'une possible solution politique basée sur deux États. Même si, bien sûr, en 1988, on en est encore très loin et que tout reste extrêmement fragile. En gros, tous les acteurs, tous les territoires clés, toutes les revendications majeures et tous les cadres juridiques internationaux du conflit contemporain sont en place à la fin de cette période, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, tous les traumatismes, toutes les méfiances accumulées et toutes les divisions internes et externes qui vont rendre la suite si difficile. Donc pour résumer, cette deuxième partie de l'analyse, 1947-1988, nous montre vraiment comment tout s'est mis en place. La naissance conflictuelle d'Israël, la Nakba palestinienne, les guerres d'occupation, l'affirmation de l'OLP, l'arrivée de Hamas, et puis ce premier soulèvement populaire, l'intifada. Et enfin, cette reconnaissance mutuelle implicite à la fin qui semble ouvrir une porte. C'est tout à fait ça. Cette quarantaine d'années a créé une situation d'une complexité folle, avec des dynamiques très contradictoires. D'un côté, oui, des bases pour une paix potentielle, via l'ONU et la reconnaissance mutuelle qui s'esquisse, mais de l'autre, un héritage terrible de violence, d'occupation, d'exil, de dépossession, de méfiance viscérale. Et la question qui se pose alors, elle est cruciale. Comment cet héritage, comment ces expériences vécues par des générations entières de chaque côté vont-elles peser sur les tentatives de paix qui vont justement commencer à émerger dans la période suivante? Est-ce que les mentalités, les stratégies, les attentes forgées pendant toutes ces années de guerre et d'occupation vont permettre de saisir les opportunités ou est-ce qu'elles vont au contraire conduire presque inévitablement à l'échec? C'est exactement la question qui nous propulse vers la suite. La prochaine fois, on abordera justement la troisième partie de cette analyse qui couvre la période allant de 1991 à 2023. Une période qui démarre avec d'immenses espoirs. On pense à la conférence de Madrid, aux accords d'Oslo. Oui, les poignées de main historiques. Exactement. Mais une période qui va aussi connaître des drames terribles. L'assassinat de Rabin, la seconde intifada, beaucoup plus violente, la construction du mur barrière de séparation, le retrait israélien de Gaza, mais la prise de contrôle par le Hamas, et puis l'enlisement, l'impasse politique quasi permanente. Une période de grands espoirs et de profondes désillusions. Voilà, d'ici là, peut-être une réflexion à garder en tête, issue de ce qu'on vient de voir aujourd'hui sur 1947-1988. Qu'est-ce qui, au fond, dans l'ADN même de cette période fondatrice, la décence d'Israël, l'occupation, l'OLP, Hamas, l'intifada, rendait déjà la perspective d'une paix juste et durable si extraordinairement compliquée pour l'avenir, avant même que les négociations d'Oslo ne commencent.